Salut les gars et bienvenue chez Cryptologique. C'est Tintin et aujourd'hui la première vidéo du guide DeFi où nous allons plonger dans le monde fascinant des Automatic Market Makers ou AMM. On va explorer ensemble les concepts clés des pools de liquidité, des market makers à produits constants et du phénomène souvent mal compris de la perte impermanente. Ces mécanismes sont au cœur des échanges décentralisés et jouent un rôle vital dans l'écosystème des finances décentralisées. Que vous soyez maintenant un investisseur à la recherche de diversification ou simplement curieux de comprendre comment fonctionnent ces plateformes innovantes, cette présentation vous offrira des insights précieux et des explications claires. I hope. Installez-vous confortablement et préparez à découvrir les rouages de ces technologies révolutionnaires. Let's dig in. Alors, d'abord donc un peu de théorie. Ça peut être boring, mais je trouve qu'il est super important de comprendre comment quelque chose fonctionne pour y trouver du succès. So let's dive in. Si vous êtes familier avec une quelconque bourse de crypto-monnaies centralisée telle que Coinbase ou Binance, vous savez qu'elles utilisent le modèle du carnet d'ordre. C'est également ainsi que fonctionnent les bourses de valeurs traditionnelles telles que le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. Dans ce modèle, les acheteurs et les vendeurs se réunissent pour placer leur ordre. Les acheteurs ou enchérisseurs tentent d'acheter un actif donné au prix le plus bas possible, tandis que les vendeurs essayent de vendre le même actif au prix le plus élevé possible. Pour que les transactions aient lieu, les acheteurs et les vendeurs doivent converger vers le prix. Cela peut se produire soit parce qu'un acheteur fait une offre plus élevée, soit parce qu'un vendeur abaisse son prix. Mais que se passe-t-il maintenant si personne n'est prêt à placer des ordres à un prix équitable? Et s'il n'y a pas suffisamment de tokens disponibles pour ce que vous souhaitez acheter? C'est là que les teneurs de marché ou market makers entrent en jeu. En essence, les teneurs de marché sont des entités qui facilitent les échanges en étant toujours disposées à acheter ou vendre un actif spécifique. En faisant cela, ils fournissent de la liquidité, ce qui permet aux utilisateurs de toujours effectuer des transactions et de ne pas avoir à attendre qu'une autre contrepartie se présente. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement reproduire cela dans la DeFi? On peut le faire, mais c'est vraiment lent et coûteux, ce qui se traduit par une mauvaise expérience utilisateur. La principale raison est le fait que le modèle du carnet d'ordre repose fortement sur la présence de teneurs de marché, prêts à toujours faire le marché pour un actif donné. Sans teneur de marché, une bourse devient très rapidement illiquide et donc inutilisable. De plus, un teneur de marché suit en permanence le prix actuel d'un actif en changeant constamment ses prix, ce qui entraîne un grand nombre d'ordres et d'annulations. Le réseau Ethereum, même avec ses solutions de couche 2 ou Layer 2, et d'autres chaînes compatibles à l'EVM, ils sont trop lents et coûteux pour pouvoir gérer ce nombre de transactions. Donc, quelle est alors la solution? C'est les pools de liquidité. Les pools de liquidité sont des contrats intelligents, spéciaux, qui permettent de trader des tokens à tout moment, même en l'absence d'acheteurs ou de vendeurs directs. Ils fonctionnent en utilisant un algorithme de market maker automatique, en anglais Automatic Market Maker, AMM. Et ils garantissent que vous pouvez toujours acheter ou vendre un actif tant qu'il existe une pool de liquidité pour cet actif. Peu importe l'heure, le prix ou s'il y a un acheteur ou un vendeur spécifique pour correspondre à votre transaction. Cette approche innovante garantit un accès au trading 24 heures sur 24. Alors, explorons comment cela fonctionne. Dans sa conception fondamentale, similaire à celle utilisée par Uniswap V2, une pool de liquidité détient deux types de tokens. Chaque pool crée un nouveau marché spécifiquement pour ce couple de tokens. Maintenant, un ratio de valeur égal entre eux, généralement de 50-50. Par exemple, s'il existe une pool de liquidité composée de DAI, un stablecoin, et d'Ethereum, avec une liquidité totale de $20 000, il sera composé de $10 000 de DAI et de $10 000 d'Ethereum si Ethereum trade à un prix de 500 DAI ou $500. Ça veut dire que la pool consistera donc de 20 Ethereum et de 10 000 DAI. La première personne à contribuer à la pool, ou celui qui l'ouvre, appelé le fournisseur de liquidité ou en anglais Liquidity Provider ou LP, est incité à fournir une valeur égale des deux tokens pour correspondre au prix du marché actuel. Si le prix initial à l'intérieur de la pool ne correspond pas au prix du marché, cela ouvre une opportunité d'arbitrage, qui pourrait donc entraîner une perte pour le fournisseur de liquidité. Par conséquent, il est crucial d'obtenir le bon ratio, non seulement pour le premier fournisseur, mais pour tous ceux qui suivent. Plongeons dans le même exemple pour illustrer le concept.
Le prix de l'Ethereum sur une bourse centralisée est de 500 $, et le prix du DAI est fixé à 1 $. Si un fournisseur de liquidité ou LP souhaite ouvrir une pool de DAI Ethereum sur Uniswap V2 avec 20 000 $, il devra fournir le ratio correct des tokens en fonction de leur valeur marchande actuelle. Dans ce cas, il devrait donc fournir 20 Ethereum d'une valeur de 10 000 $, car chaque Ethereum vaut 500 $, et 10 000 DAI également d'une valeur de 10 000 $, car chaque DAI vaut 1 $, comme prévu ici. Cela garantit que la pool de liquidité maintienne le ratio de valeur de 50-50 entre les deux tokens. Alors, que se passe-t-il si le prix de l'Ethereum augmente soudainement à 550 par Ethereum sur une bourse centralisée comme Binance ou Coinbase? Ce changement crée une opportunité pour les participants au marché avisés. Ils peuvent acheter de l'Ethereum dans la pool de liquidité au taux précédent, puis le vendre sur une autre bourse au prix plus élevé, donc sur Binance ou Coinbase. Cette pratique est connue sous le nom d'arbitrage de prix, et c'est un aspect vital pour garantir que les prix du même actif restent cohérents sur différentes bourses. C'est un pilier d'un marché fonctionnant bien. L'arbitrage. Uniswap, il utilise un algorithme de market maker avec un produit constant pour maintenir le ratio correct dans la pool de liquidité. Cette formule, bien qu'essentielle au fonctionnement de la pool, est en réalité assez simple. Nous pouvons déduire tout ce dont nous avons besoin pour nos calculs directement à partir de celle-ci. La formule utilisée est la suivante. X fois Y est égal à K, une constante. X représente la réserve d'un actif, par exemple Ethereum dans la pool de liquidité. Y représente alors la réserve de l'autre actif, par exemple DAI dans la pool de liquidité. Et K est, comme j'avais déjà dit, une valeur constante. En termes plus simples, le nombre de tokens qu'un trader reçoit pour ses Ethereum, et vice-versa, est calculé de manière à garantir que le produit des deux quantités de tokens dans la pool reste constant avant et après la transaction. Ce principe maintient l'équilibre dans la pool et est au cœur du fonctionnement de l'algorithme du market maker avec produit constant, ou aussi CPAMM, Constant Product Market Maker. Ici, vous voyez que notre licorne de Uniswap doit donc gérer que X fois Y nombre de tokens dans la pool est toujours égal à K. Après trade 1, après trade 2, après trade 3, après trade 4. N'importe quoi, le K doit toujours rester constant. Alors, un petit exemple pour, espérons, le clarifier un peu. Vous avez une pool de liquidité contenant 10 000 DAI et 20 Ethereum, créant un produit constant de 200 000, ou bien 10 000 DAI fois 20 Ethereum est égal à 200 000. Notre constante est donc 200 000. Alors, supposons qu'un trader veut vendre un Ethereum contre du DAI dans la pool. Il veut donc vendre son Ethereum pour un stablecoin. Quelle serait alors la quantité de DAI qu'il va recevoir et quel sera le nouveau prix de l'Ethereum? Comme la constante de produit K doit rester la même et que vous ajoutez donc un Ethereum à la pool, on a maintenant 10 000 DAI et 21 Ethereum dans la pool. Et ça nous donne une constante de 210 000 et pas les 200 000 qu'on a besoin. Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, K n'est pas constant et l'AMM il n'est pas heureux. On a trop de DAI dans la pool et on doit déterminer la quantité de DAI à donner au trader en échange de l'Ethereum. Tout en maintenant K constant à 200 000. Par conséquent, on doit donc trouver la valeur de X telle que 21 fois X montant de DAI équivaut à 200 000. Nous allons commencer par calculer la nouvelle quantité de DAI requise dans la pool pour maintenir le produit constant, la balance heureuse. Nous allons diviser le produit constant, qui est donc de 200 000, par la nouvelle quantité d'Ethereum dans la pool, qui est de 21. Cela nous donne donc 9 523,8 DAI, ce qui est donc 200 000 partagé par 21 Ethereum. Alors, pour que notre algorithme reste équilibré, nous avons maintenant besoin de 9 523,8 DAI dans la pool pour correspondre à l'ajout de 1 Ethereum. Donc combien de DAI est-ce qu'on doit alors donner le trader en échange pour son Ethereum? Nous avons commencé avec 10 000 DAI dans la pool. Donc 10 000 moins 9 523,8 est égal à 416,2 DAI à donner.
Donc le trader recevra la différence entre cette quantité et la nouvelle quantité de DAI calculée. Mais pourquoi n'a-t-il pas reçu 500 DAI pour son Ethereum qui était le prix initial sur le marché? En ajoutant un Ethereum à la pool, l'offre d'Ethereum a augmenté de 5%. Mais la quantité de DAI est restée exactement la même. Cette augmentation de l'offre, sans une augmentation correspondante de la demande, a entraîné une diminution relative de la valeur de l'Ethereum dans la pool. À mesure que plus en plus de DAI étaient échangés contre l'Ethereum, la rareté des DAI dans la pool les rendait plus précieux par rapport à l'Ethereum. Le résultat est que le trader a reçu moins de DAI pour son Ethereum que le prix initial sur le marché. Le prix a donc descendu. Cela s'explique par les dynamiques de l'offre et de la demande dans la pool de liquidité. Ici, vous voyez, et j'espère que c'est assez logique, que s'il y a tout à coup un grand dump d'Ethereum dans la même pool de liquidité, il y a donc plus d'Ethereum et le même montant de DAI qui chasse plus d'Ethereum et donc le prix d'Ethereum va donc baisser. Alors, on va continuer avec notre exemple. Maintenant, nous avons donc 9523.8 DAI et 21 Ethereum dans la pool. Alors, quel est maintenant le nouveau prix de l'Ethereum dans cette pool de liquidité? Le prix de l'Ethereum peut être déterminé par le rapport entre DAI et Ethereum dans la pool. Le prix de l'Ethereum en DAI est donc le montant de DAI partagé par le montant d'Ethereum dans la pool. Et donc, le prix de l'Ethereum en DAI est 9523.8 DAI partagé par 21 Ethereum. Donc le prix de l'Ethereum en DAI est 453.51 DAI par Ethereum ou 453.51 USDC par Ethereum, puisque DAI est un stablecoin. De manière similaire, nous pouvons déterminer le prix du DAI en termes d'Ethereum. Maintenant, dans cet exemple-ci, ça vous paraît peut-être un peu ridicule de le faire, mais ceci, la mentalité, le mindset, il est important parce que plus tard, on va regarder des pools de liquidité qui consistent de deux tokens volatiles, comme le Bitcoin et l'Ethereum. Donc ici, le prix de DAI en Ethereum est donc le montant d'Ethereum partagé par le montant de DAI, ce qui nous donne 21 partagé par 9523.8, et donc on a 0.0022 Ethereum par DAI. À mesure que davantage d'Ethereum sont achetés dans la pool en échange de DAI, donc les traders qui échangent du DAI contre de l'Ethereum, le prix de l'Ethereum dans la pool augmentera. En revanche, plus il y a de l'actif X dans la pool par rapport à la quantité d'actif Y, plus le prix de l'actif Y augmentera, et vice-versa. Cela reflète la manière dont le modèle du market maker automatique avec produit constant ou CPMM, Constant Product Market Maker, fonctionne pour maintenir l'équilibre entre deux actifs dans la pool de liquidité. Cette relation entre les quantités des deux tokens et leur prix peut être illustrée dans le graphique suivant. Voici le petit dot rouge, ça c'était le nombre de DAI avec quoi on a commencé, 10 000, et le nombre d'Ethereum à gauche où on a commencé avec la pool. Maintenant on a ajouté un Ethereum et donc on est à 21 Ethereum, on a monté un tout petit peu et on a monté un tout petit peu sur le graphe de quantité Ethereum et on est passé à la gauche puisqu'on a vendu une quantité de DAI. Right? Donc on est passé de rouge à vert sur la hyperbole. Il est important de comprendre ce graphique. Super. Maintenant, explorons ce qui se passe si nous effectuons un autre échange. Supposons que nous soyons toujours baissiers sur l'Ethereum et qu'un trader décide de vendre 2 Ethereum supplémentaires dans la pool. Quel sera alors le nouveau prix de l'Ethereum et combien de DAI est-ce qu'il va recevoir en retour pour cette transaction? Pour cela, on doit donc d'abord calculer combien de DAI il y a dans la nouvelle composition. Pour ça, on regarde donc 21 Ethereum fois 9523.8 DAI, ça c'était notre pool originel, ça nous donne donc une constante de 200 000. Maintenant, pour essayer de trouver Y, ce qui est le nombre de DAI dans la nouvelle composition avec 23 Ethereum, on va donc devoir partager 200 000, la constante K, par 23 Ethereum. Ça nous donnera donc 8695.65 DAI. Et on doit alors déterminer les DAI donnés au trader. Donc ça c'est, fourni au trader, c'est 9523.8 DAI, l'originel qu'il y avait dedans, moins les 8695.65. Donc on donne 828.15 DAI au trader, ou bien 414.07 par Ethereum.
C'est encore moins que le prix précédent de 453,51 DAI par Ethereum, ce qui reflète de nouveau le principe de l'offre et de la demande. Plus d'Ethereum ont été introduits dans la pool sans une augmentation correspondante de DAI, ce qui a fait baisser le prix de l'Ethereum en DAI. Donc, le nouveau prix de l'Ethereum dans la pool peut aussi être calculé. Encore une fois, le même principe, le prix de l'Ethereum dans la pool est donc le nombre de DAI dans la pool partagé par le nombre d'Ethereum dans la pool. Le nombre de DAI dans la pool est donc 8695,65 et le nouvel nombre de Ethereum dans la pool est 23, ce qui nous donne donc 378,01 DAI par Ethereum ou 378,01 USDC ou USD par Ethereum. La dynamique de notre exemple illustre comment les réserves dans la pool de liquidité affectent la fixation des prix des actifs. À mesure que la réserve de DAI ou X diminuait et que la réserve d'Ethereum Y augmentait, il fallait donc payer davantage d'Ethereum pour la même quantité de DAI, ce qui augmentait effectivement le prix du DAI lorsqu'il était exprimé en Ethereum. Alors que nous avions initialement un ratio de réserve de 500 DAI pour chaque 1 Ethereum dans la pool, comme on a commencé, nous avons maintenant une réserve de 378,01 DAI par Ethereum. Ce changement, il reflète le fait qu'il y a plus d'Ethereum par chaque DAI dans la pool, ce qui se traduit par un prix plus bas du DAI en termes d'Ethereum. Il est important de noter que l'impact sur le prix dans notre exemple est assez significatif en raison de la taille relativement petite de la pool de liquidité, ce qui est l'une des deux principales implications du market maker automatique avec produit constant. Alors, quelles sont ces implications? Et ceci, c'est assez important à retenir. Numéro 1, c'est plus le nombre de tokens échangés par rapport aux réserves est important, plus le prix sera élevé. Et ça, c'est ce qu'on appelle slippage. La courbure de la fonction est une hyperbole qui ne croise jamais l'axe de x ou d'y, rendant ainsi les réserves infinies. Important que vous voyez ça. Ici, n'importe quelle quantité de DAI il y aura dans la pool si on passe à infini, ou ici à infini la quantité d'Ethereum, le graphe ne touchera jamais le zéro ici et jamais le zéro là-bas. Il y aura donc une quantité infinie à donner au trader, naturellement avec un très très grand slippage, ce qui est très possible, mais les trades, ils vont toujours être possibles à se faire. Donc ensemble, ces dynamiques au sein de la formule du produit constant remplissent des fonctions essentielles dans la finance décentralisée. Premièrement, elles protègent les pools de liquidité en maintenant un équilibre entre les actifs. Et deuxièmement, elles s'alignent sur la loi économique fondamentale de l'offre et de la demande. À mesure que les réserves d'un actif augmentent et que celles de l'autre diminuent, le prix de l'actif en diminution augmente en conséquence, tandis que le prix de l'actif en croissance diminue. Ce mécanisme d'auto-ajustement garantit que la pool reste résistant à diverses forces du marché et que la tarification au sein de la pool reflète les conditions du marché. Alors, pour les vrais geeks, un peu comme moi, mais je sais qu'il y en a quelques-uns dans la communauté, j'en suis sûr sur YouTube qu'il y en a quelques-uns aussi, si vous souhaitez explorer davantage le fonctionnement et comprendre les mathématiques sous-jacentes, il peut être très utile de travailler avec des visualisations. Au moins pour moi. Desmos.com est un site web où vous pouvez expérimenter avec la courbe et approfondir votre compréhension du fonctionnement de la formule du produit constant au sein des pools de liquidité. En manipulant les variables et en observant les effets immédiats, vous pouvez acquérir une compréhension plus intuitive de ces interactions complexes. Donc pour les geeks, je mets le lien vers desmos.com dans la description en dessous de la vidéo. Alors, encore une fois un recap. Les pools de liquidité changent donc dynamiquement leur composition en fonction des quantités d'actifs présentes dans la pool. Étant donné que la quantité de tokens peut théoriquement varier entre 0 et l'infini, chaque transaction peut être exécutée. Cependant, il est important de noter que la taille de la pool joue un rôle crucial. De grosses transactions dans une pool relativement petite peuvent entraîner un glissement significatif, affectant le taux auquel les actifs sont échangés. Maintenant, après avoir compris cela du point de vue de trader, concentrons-nous maintenant, et ce qui est pour moi le plus important, on va examiner la situation du point de vue d'un fournisseur de liquidité ou LP.
Lorsqu'un fournisseur de liquidité ou LP fournit de la liquidité à une pool, il reçoit des tokens spéciaux appelés token LP ou LP tokens. Ces tokens sont donnés en proportion de la quantité de liquidité qu'ils ont contribué à la pool. Maintenant, lorsqu'une transaction est exécutée en utilisant la pool, des frais de 0,3% sont prélevés. Les gars, ceci c'est pour Uniswap V2. Dans le futur, dans la prochaine vidéo, on va regarder Uniswap V3 et les liquidités concentrées. Là, on peut choisir les frais entre 0,05%, 0,3% ou 1%. Mais donc, des frais de 0,3%, ils sont prélevés sur Uniswap V2. Et ceux-là, ils sont répartis proportionnellement entre tous les détenteurs de tokens LP. Cela semble génial. Le LP fournit une liquidité essentielle pour les traders et en échange, il perçoit des frais. But hey, it's not that easy. Ce n'est pas vraiment que du positif. Il y a naturellement un hic, comme toujours. Si le fournisseur de liquidité souhaite récupérer sa liquidité sous-jacente ainsi que les frais accumulés, il doit échanger ou brûler ses tokens LP. Bien que ce processus puisse sembler simple, il y a un inconvénient majeur pour le LP appelé la perte impermanente ou la perte divergence. En anglais, impermanent loss ou divergence loss. Et comprendre ce concept, il est crucial quand vous décidez de fournir la liquidité, car il peut avoir un impact significatif sur vos bénéfices. Alors, explorons ce que signifie ici cette perte impermanente et pourquoi elle est si essentielle. La perte impermanente est un concept qui fait référence à la différence entre simplement détenir deux actifs et les fournir en liquidité dans une pool. Pour illustrer ce concept, on va revenir sur l'exemple qu'on a utilisé précédemment, mais j'aimerais quand même vous dire que moi, je ne regarde pas la perte impermanente comme la théorie nous dit ici. On va regarder ça plus tard, mais gardez en tête qu'il y a d'autres façons à regarder comment toi tu gagnes ou tu perds en étant LP. Ça dit, regardons ce que la théorie nous dit. Lorsque nous avons commencé, la pool de liquidité de DAI et Ethereum se composait donc de 10 000 DAI et de 20 Ethereum, avec un prix de 1 Ethereum fixé à 500 DAI. Cela a donc entraîné une valeur totale de la pool de $20 000. Cependant, après donc plusieurs transactions baissières, la composition de la pool est passée à 8 695,61 DAI et 23 Ethereum, avec un prix de 1 Ethereum tombant à 378,07 DAI. Si nous calculons maintenant la valeur totale en dollars de la pool, nous trouvons qu'elle est maintenant de 8 695,61 DAI plus les 23 Ethereum au prix du marché, ce qui équivaut à une valeur totale, ici, de 17 391,22 $. Si on va maintenant comparer ça à ce que nous aurions si nous détenons simplement les deux jetons, le calcul ressemblerait à ceci. On prend donc 10 000 DAI, on a encore toujours 20 000 Ethereum, mais donc au nouveau prix de 378,07 Ethereum, le prix actuel du marché, ça nous donne un prix différent de 17 561,4 en total. Donc, en comparant la valeur de détention des actifs à la valeur d'être un fournisseur de liquidité ou LP, nous trouvons une différence de 170,18 $. Cette différence représente notre perte impermanente, que dans ce cas est donc 170,18 $, soit environ 1%. En d'autres termes, si vous étiez un fournisseur de liquidité au lieu de simplement détenir les 10 000 DAI et 20 Ethereum, vous auriez subi une perte impermanente d'environ 1%. Le terme perte impermanente fait référence à la nature temporaire de cette perte. Imaginez que le prix revienne à 500 DAI par Ethereum, la composition de la pool reviendra aussi de nouveau à 10 000 DAI et 20 Ethereum au même prix qu'au début. Ça rétablisse donc l'équilibre d'origine. Tant que vous ne retirez pas votre liquidité, cette perte reste non réalisée et n'existe que sur papier. Cependant, une fois que vous décidez d'échanger vos tokens LP contre votre part de la liquidité dans la pool ou burn, la perte impermanente devient permanente et vous recevrez la répartition des tokens décrite dans l'exemple. Dans les pools Uniswap V2, vous pouvez calculer la perte impermanente à l'aide d'une formule spécifique. Je l'ai mis ici au-dessus,
Mais donc, ne vous inquiétez pas, si les mathématiques ne sont pas votre point fort, c'est pas le mien non plus. Pour les calculs que nous allons effectuer plus tard, il existe des outils ou des calculateurs pratiques pour simplifier le processus comme DeFi Lab et d'autres. La chose la plus importante à retenir de tout cela n'est pas les mathématiques compliquées, mais de comprendre comment le système fonctionne et quelles sont les implications pour nous en tant qu'investisseurs. La représentation visuelle de cette formule peut être bien instructive, je trouve. Voici les graphiques qui tracent la relation. Comme la valeur d'un actif augmente par rapport à l'autre actif dans la poule, nous observons une augmentation correspondante de la perte impermanente par rapport à la simple détention d'un équilibre donc de 50-50 des actifs qu'on avait donc regardé ici. Plus précisément, la relation entre le changement de prix et la perte impermanente est la suivante. Un changement de prix de 1,25x résulte dans une perte de 0,6% jusqu'à, on regarde sur le graphe, un changement de prix de 5x à total une perte de 25,5% de perte impermanente. Ce qui est intéressant de noter, et ce qui sera important pour plus tard aussi, c'est que la direction du changement de prix n'altère pas le degré de perte. Donc un 4x de 100% à 400% entraîne la même perte qu'une division du prix par 4, ce qui rend donc le concept de perte impermanente symétrique. Donc vous voyez ici, on a fait un x4 sur le prix, et on a pris une perte impermanente de 20%, vous le voyez ici, change in total liquidity value, on est à 20% ici. Et dans la situation où le prix se partage donc en 4, on a aussi une perte impermanente de 20%. Tu vois, ici c'est 25% de ton prix, IL 20%, perte impermanente, au même niveau que 1 x 4 de ton prix, de l'actif. Ok? Donc n'importe ce que le prix fait, on est symétrique. Plus tard dans la playlist, vous rencontrerez le graphique de DeFi Lab. Il illustre une structure similaire pour les pools Uniswap V3. Je voulais le mentionner ici pour que vous puissiez faire le lien lorsque vous le rencontrerez plus loin dans le guide. Comprendre ces concepts dès maintenant renforcera donc votre compréhension des stratégies et de l'analyse plus tard. The real fun stuff. Mais donc, quelles sont alors les incitations pour un fournisseur de liquidités? Les principales incitations sont les frais et les récompenses. Aujourd'hui, c'est surtout les frais de traders. Les frais payés par les traders et les récompenses données par les protocoles pour encourager la fourniture de liquidités. C'est ce qu'on appelle le yield farming, mais maintenant, certainement pendant le bear, il y a de moins en moins de projets qui donnent leur token pour fournir de la liquidité. Probablement que pendant le marché bull, ceci changera, mais aujourd'hui, c'est donc surtout les frais des traders qu'on peut utiliser. Ils sont tous les deux les principales attractions qui attirent de nouveaux utilisateurs à devenir des LP. Mais cependant, la perte impermanente est un facteur qui peut les dissuader. Souvent, même dès la première semaine. Alors pourquoi cela se produit-il? La plupart des nouveaux LP ne tiennent pas suffisamment compte de la perte impermanente potentielle par rapport aux frais et aux récompenses qu'ils recevront. Cette erreur de calcul peut entraîner des pertes inattendues et elle devient particulièrement prononcée dans les pools de liquidités concentrés qu'on regardera plus tard dans la section Uniswap V3. Comprendre cet équilibre entre les incitations et les risques potentiels est donc essentiel pour quiconque envisage de devenir fournisseur de liquidités. Nous approfondirons ce sujet, y compris une discussion sur les pools de liquidités concentrés et ma vision sur la perte impermanente. On va faire ça dans les vidéos suivantes, et on va aussi regarder d'autres positifs que la théorie, entre parenthèses, ne mentionne pas vraiment. Et ça, c'est un delta diminué. En plus, je vais donner le mindset principal sur lequel moi, et je pense la plupart des fournisseurs de liquidités peuvent bâtir. Tout comme le trading, où 90% du succès est déterminé avant l'ouverture d'une position par un planning méticuleux et une analyse des risques, dans la fourniture de liquidités, le planning préventif de la perte impermanente est essentiel. En calculant cette perte impermanente et en prévoyant les frais générés sur une période spécifique et en utilisant des compétences de base en analyse technique, vous pouvez réduire la perte impermanente à zéro, voire facilement réaliser un profit par rapport à une simple détention 50-50 hodl, et on verra plus tard même comment gagner contre d'autres acteurs dans le marché, comme les personnes qui DCA ou comme des ordres limites. Ces approches analytiques distinguent les participants réussis de ceux qui perdent.
En les combinant, vous vous engagerez sur la voie du succès en tant que fournisseur de liquidités et nous approfondirons une stratégie simple dans les prochaines vidéos. Mais donc d'abord, comme j'avais dit, Uniswap V3 et les liquidités concentrées. Ça, c'est vraiment the cool part et je suis heureux qu'on a su faire la théorie un peu boring du Uniswap V2. La prochaine vidéo, on va faire un peu de théorie du Uniswap V3 et après la troisième vidéo, on va vraiment partir dans les stratégies. Donc j'ai complètement hâte. Faites-moi savoir si vous avez des questions dans la section commentaires. Comme ça, je sais les répondre, même peut-être intégrer dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à like la vidéo aussi si vous avez aimé, ça m'aide énormément. Et de vous abonner si vous voulez suivre la prochaine vidéo et être on top of things. Aussi, les gars, si vous êtes intéressés d'en apprendre plus dans une communauté qui est vraiment géniale et où on sait répondre à toutes vos questions immédiatement, think about it to rejoindre le Discord VIP en suivant le lien dans la description. Et on se voit là, dans le Discord ou bien dans la prochaine vidéo ou aussi sur le live Twitch tous les mardis soirs vers 9h. Moi, je commence et je parle sur des choses macroéconomie. Donc, on regarde quelques projets là dans la macro. Et après ça, il y a notre cher ZS Trader, le pro en Ishimoku, analyse technique qui fait des analyses de marché. Donc, à bientôt.